Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rencontre avec Marcel Roncaillolo. Pascal Sanson. Bonjour Monsieur Roncaillolo. Nous vous remercions de nous accueillir pour envisager un commentaire et une introduction aux actes de notre colloque VIDOSINFORMURBA. Le paysage urbain, représentation, communication, signification. Nous précisions dans notre exposé des motifs que la ville fait l'objet de questionnements multiples. Elle est devenue un objet de pensée, qui fait appel à des méthodes, des modes de rationalité, des types de représentation qui s'inscrivent dans des histoires et des philosophies différentes. Comme vous le savez, le groupe EDOS et l'association INFORMURBA ont pris l'initiative de réunir un colloque transdisciplinaire sur les thèmes dont l'articulation permet d'avoir sur le paysage urbain une approche critique. Après ce rappel de quelques éléments de notre texte liminaire, nous vous saurions gré de bien vouloir recadrer la problématique du paysage urbain en fonction de vos compétences et de vos nombreuses recherches, qui ont souvent abordé cette thématique. Marcel Roncaillolo. Je voudrais recadrer la question du paysage en fonction des deux disciplines, la géographie et l'histoire. Distinguons d'abord deux notions qui ne coïncident pas tout à fait. Paysage urbain et paysage rural. Pour quelle raison ? Parce que le paysage est affaire de relation entre un regard et un objet. Le paysage implique une perception, dont les aspects psychologiques sont beaucoup plus complexes qu'on pouvait le penser. Il implique aussi la recherche d'un sens, d'une interprétation. Sensibilité à ce que l'on voit et connaissance de ce qui est derrière le paysage, de ce qui le produit ne peuvent être pleinement dissociés. Pour employer le langage de la linguistique, signifiant et signifié renvoie à un contexte. C'est ce que l'on appelle aussi, dans une terminologie quelque peu ambiguë, le référent, contexte saisissable par le destinataire et qui est soit verbal, soit susceptible d'être verbalisé. Pour ces disciplines, ce que l'on pense saisir ou déchiffrer à travers la lecture du paysage, ce sont les phénomènes physiques et sociaux, les formes d'organisation qui expliquent le visible. Préoccupation cognitive qui va au-delà du simple plaisir ou déplaisir du constat, au-delà de la simple esthétique. Sur ce point, néanmoins, paysage rural et paysage urbain tendent à se démarquer, du moins si l'on s'en tient à un schéma grossier. Le paysage rural n'est pas fait comme spectacle, comme expression plus ou moins volontaire à l'égard du destinataire, bref comme message. Il est avant tout le résultat non voulu d'un jeu de facteurs indirects et d'un aménagement d'origine sociale visant d'autres fins, la production notamment et la trame de l'habitat. Le paysage rural n'est pas fait essentiellement pour être beau, ou pour susciter tel ou tel sentiment. La beauté, l'harmonie, la curiosité que recherche le destinataire ou plutôt celui qui contemple viennent de lui, le point de vue commande alors. La vieille opposition de nos terres entre open field et bocage n'est pas affaire de choix esthétique mais de culture matérielle. Le paysage spectacle, tel qu'il est élaboré par exemple au XVIIIe siècle par la propriété aristocratique, marque un changement dans les modes de production. L'Angleterre préfère désormais se nourrir par l'importation, alors que le paysage est interprété comme bien ludique ou aménité de l'existence. C'est, si l'on veut, une révolution, même si l'on pense qu'en Italie par exemple, depuis la Renaissance et comme pour écho aux pratiques de l'Antiquité, le paysage rural est à la fois effet des systèmes de production et recherche d'une jouissance. Pensons à l'arbre fruitier ou aux fontaines et cascades. Cette double valeur du paysage est au contraire constitutive de l'urbain. Dans l'économie traditionnelle, la ville compte moins par sa production physique que par les offices qu'elle remplit dans le domaine de l'encadrement territorial. La ville est le lieu des pouvoirs religieux et politiques, et le lieu de rencontre est d'abord le marché. La production des biens physiques n'est pas l'essentiel et de part et d'autre de l'âge industriel, qui est loin d'avoir effacé ses traits plus durables, la cité retrouve sa signification essentielle qui est d'organiser, de rassembler, de produire des invisibles, informations, échanges, monnaie, spectacles, apparent paradoxe, biens culturels. Le service ne date pas du virtuel. Qui dit invisible et pouvoir, marché, dit recherche du prestige, attrait, mise en scène les représentants les exprimant. Le paysage urbain est donc créé volontairement, comme support, légitimation, discours. La matérialité s'impose donc comme manifestation nécessaire de ces tâches quotidiennes, plus encore du plus rare et de l'exceptionnel. Aujourd'hui,
l'image de la ville, le marketing urbain ne sont plus seulement effets du pouvoir urbain mais moyens de lutte dans la compétition économique. La fonction esthétique est apparemment essentielle. Mais si nous regardons dans le rétroviseur, les enceintes et les murs n'étaient pas seulement des instruments de défense mais l'expression matérielle d'un statut privilégié et d'une charge historique. Le monument est par définition manifestation urbaine. Pascal Sanson. Vous introduisez une importante fonction urbaine, la fonction esthétique. Pouvez-vous expliquer comment cette fonction seconde des compositions architecturales et urbaines s'articule avec les autres fonctions urbaines? Marcel Roncaiolo. Cette fonction esthétique, qui va au-delà des règles du beau, est évidemment associée au symbolique et à l'imaginaire. Je préférerais d'ailleurs parler de cette fonction globale d'affirmation de la ville que des différentes fonctions qui définissent l'originalité économique et sociale de l'urbain. Je suis très proche d'Henri Lefebvre sur ce point, qui a fonction substituer le mot forme, la forme urbaine exprimant la rencontre, éventuellement conflictuelle, et non la simple addition d'activités dont la nature et la composition peuvent changer. Les économistes parlent des externalités, notamment de la diversité des biens publics dont se nourrissent les activités urbaines. Sans doute faudrait-il penser les externalités en termes sociaux, et en particulier estimer ce que la rencontre de l'autre peut représenter dans les chances urbaines. Pascal Sanson. Merci Monsieur Roncaiolo. Je crois que vous avez construit un cadrage extrêmement fort. Est-ce que vous voudriez bien parler à présent du concept du paysage urbain et de l'historique de son identification? Marcel Roncaiolo. Je voudrais m'exprimer par rapport à l'opposition qui est actuellement bâtie entre paysage urbain et paysage de ville. Paysage de ville correspondrait à la vision globale de la ville et dépendrait comme limite de la forme d'ensemble, visible, soulignée par un périmètre de l'objet. Paysage urbain serait plus partiel, évoquerait de multiples points de vue possibles et nécessairement limités, segmentés. Bien entendu, cette opposition ne serait pas que d'échelle, elle aurait une valeur historique. Le paysage de ville répondrait à un temps de la ville, un âge, celui de l'enceinte, des lignes de boulevard, d'une affirmation visuelle des limites de l'espace urbain. Évitons toutefois le mythe de l'enceinte. D'abord, les cités anciennes, et notamment les cités grecques, n'étaient pas forcément délimitées par une enceinte matérielle. La citadelle est forteresse, mais la cité grecque est souvent une communauté ouverte sur la campagne. Évitons donc les modèles trop simplifiés qui mettraient en question le territoire même de la cité comme notion et espace politique. En second lieu, rien ne prouve que nos villes, même construites en un espace continu, soient embrassées d'un seul regard. Les vedues italiennes des XVIIe et XVIIIe siècles sont bien obligées de construire le panorama de la baie de Naples par exemple, en juxtaposant des points de vue différents, bref en manipulant en quelque sorte ce que peut être la perception de l'être humain. Au XIXe siècle, les dessins à partir de ballons captifs jouent aussi sur des différences du point d'observation. Le paysage de ville n'est peut-être dans certains cas qu'une vue de l'esprit, sans que le principe même de la continuité urbaine soit mis en question. Si l'on oppose paysage de ville à paysage urbain, c'est donc pour poser la différence entre des formes d'accroissement urbain, liées à la taille, mais surtout aux modes économiques et sociaux de la croissance et à la façon de concevoir l'urbanisation. La ville resserrée, définie matériellement par un périmètre, vue dans sa globalité serait celle d'une période ou d'une vaste série de périodes. La ville fragmentée et éclatée d'aujourd'hui, caractérisée par la discontinuité des espaces, soulignerait éventuellement l'appauvrissement et le malheur de nos temps. La notion de paysage urbain ne serait en quelque sorte qu'un résidu, un démembrement de paysage de ville. Soit ce constat n'est pas viable, mais c'est le diagnostic qui mériterait d'échapper à un point de vue trop nostalgique. Est-ce uniquement le dispositif spatial qui fait la valeur symbolique des villes? Le paysage prend-il son sens uniquement de l'espace de vision? La conception même de paysage ne doit-elle pas tenir compte de nos mobilités, y compris des rapports entre déplacement, vitesse, séquence de vision? Et faut-il réifier à ce point le paysage que l'on en exclut l'imaginaire? Rappelons simplement, pour ouvrir le débat, que c'est à travers le partiel et en partant du plus local, de ce que l'on a sous les yeux, que se constitue le paysage,
que le paysage est fait de relations, d'ouvertures, de perspectives qui conduisent du moins plus connu au moins connu, du directement révélé par tous les sens au plus épuré, mais qu'au total le paysage n'est pas une donnée enfermée dans un périmètre, mais un rapport entre ce que l'on voit et ce qu'on ne voit pas seulement un continu et des objets mais une situation relative. À propos du quartier, les paysagistes évoquent souvent la ligne de fuite. Il faut compter à l'inverse avec les rumeurs qui viennent de plus loin, des récits qui réunissent un imaginaire du plus lointain ou du moins accessible. Je renvoie sur ce point à l'évocation du paysage de Nantes par Julien Gracq, retrouvant ses souvenirs d'interne du lycée, recevant toute cette information de l'extérieur, construisant ainsi son imaginaire. N'opposons pas paysage urbain et paysage de ville, mais plutôt réfléchissons à la tension que créent ces changements nécessaires d'échelle, ces pratiques d'itinéraire, ces mobilisations d'informations de nature différente. Bien entendu, les vues globales sont de plus en plus malaisées dans des espaces urbains qui se dilatent. Mais l'essentiel est-il de tout englober dans le regard, ou de saisir ce rapport que je viens d'évoquer ? Certes, la topographie intervient dans la fabrication des points de vue. Les balcons urbains, qui dévoilent le panorama, ne sont pas donnés à toutes les villes. Les gratte-ciel ont attribué à quelques villes par l'artifice ce que la nature leur refusait. Les balcons urbains permettent de créer l'illusion de saisir l'ensemble. À défaut d'une totalité, difficilement atteinte dans les conditions actuelles de l'extension urbaine, ils donnent des clés pour une vision globale, moins réelle que pensée, imaginée et consciente de la relativité des points de vue partiels. Je prendrai l'exemple de Marseille. On disait que Marseille avait plus de facilité à intégrer les populations migrantes, fixées chez elle, grâce aux points de peuplement multiples, sortes de villages, distribués dans son terroir. L'intégration se fait au plus proche. Un autre aspect est révélé par un immigré italien, arrivé enfant dans les années 1920 et qui fit une carrière, modeste, comme chanteur de mélodie. Première révélation, l'intégration ne vient pas apparemment de l'école républicaine qui, somme toute, ne rapprochait déjà que des immigrés récents. Notre héros séchait la classe, préférant se confier sur cet aspect des choses à un grand-père plein d'expérience. Mais, de son petit lotissement de banlieue, il montait sur les collines qui entourent la cité pour voir à la tombée du jour les lumières de la ville devenues visée et espoir. Ce qui rappelle étrangement le 6 octobre de Jules Romain et le voyage du petit garçon avec son cerceau pour saisir Paris du haut de la butte. Un paysage à la tombée du jour, sans périmètre ni monument, effacé par l'ombre, mais défini seulement par des pulsations. Leçon pour une autre conception du paysage de la ville d'aujourd'hui. Pascal Sanson. Si maintenant, nous parlions du concept de forme urbaine, qui s'analyse certes en termes de géographie, en termes d'esthétique, en termes de philosophie, et aussi en termes de projet, et qui peut rendre raison finalement de la polysémie du concept de paysage urbain dans la pluralité de ses dimensions. Marcel Roncaiolo. Je me méfie toujours de la notion de forme urbaine, au singulier. Elle se rapporte à l'idée d'une ville construite à l'intérieur d'un espace rigoureusement délimité, et selon une seule logique. On retrouve l'idée de plan, confère. Lavedan, mais aussi d'un démiurge ou d'un moment responsable de ce dessin. Déjà, dans son traité d'architecture 1857, Léonce Reynaud, proche des courants saint-simoniens, mettait en garde contre ce schéma réducteur que la ville compte une longue suite de siècles où se soit rapidement développée, peu importe, ce n'est point une seule pensée qui l'a emportée. Elle résulte des travaux accumulés d'un grand nombre d'intelligences, elle est le produit de volontés fort diverses, mais qui concourent harmonieusement. Employons donc plutôt formes urbaines, au pluriel. Que signifie alors harmonie ? Si nous ne voulons pas réduire, comme on le fait très souvent inconsciemment, forme urbaine à la notion de composition architecturale, quelle que soit l'échelle dimensionnelle invoquée, d'où vient cette sorte d'unité dans le complexe ? Plus des comportements, des pratiques dans la ville que d'une clarté indiscutable dans les articulatoires physiques. La forme urbaine est donc une notion plus abstraite que le simple dispositif matériel. Ce qui n'est pas en nier le poids, ni oublier précisément les tensions, et non cette sorte d'éternité gelée qui court dans le jeu des formes. J'ai pris volontiers appui sur un texte ancien, au moment où la ville était encore décelable à l'intérieur des limites, au moment d'ailleurs où les grandes villes basculaient vers les réalités de l'agglomération,
une en principe par son fonctionnement multiple et en mouvement dans ses formes. Que dire aujourd'hui ? Mais est-ce une désespérance ou le simple constat d'une spatialité qui s'organise autrement, avec ses propres risques ? Ne confondons pas les frustrations de l'homme de l'art et celles de la société. Sans doute faut-il retrouver le singulier dans les représentations, l'image plus abstraite, le symbolique. Dire Paris, Lyon, Toulouse aujourd'hui, et à plus forte raison New York, Tokyo, et en tête de liste Los Angeles, qu'est-ce dire ? Pour moi, la métropolisation est une sorte de système social, embrassant des formes diverses, discontinues, gagnant par contagion, infiltration, plutôt qu'une réalité élargissant seulement le périmètre urbain. Ce qui n'implique pas pour autant l'oubli de cette combinaison hétéroclite, difficilement maîtrisable, pour le meilleur et pour le pire que les formes multiples induisent. La morphologie est comme le territoire, d'autant plus précieuse à pratiquer, comprendre, connaître, qu'elle n'appartient plus au monde réglé des évidences. Les réseaux ne peuvent être que support de cette complexité. Ce mot-clé de la nouvelle épistémologie, dans le discours, du moins, devrait inviter à l'appliquer à l'analyse, ce qui est moins pratiqué, quand je lis l'idyllique simplicité, la rationalité quasi d'évidence de l'urbanisme dit de réseau. Pascal Sanson. Je pense qu'effectivement vous nous donnez l'occasion de parler d'un des faits majeurs du dernier quart du XXe siècle, la redécouverte de l'importance du sens présent dans tous les aménagements spatiaux. L'importance du concept de paysage urbain vient de cette redécouverte. Pouvez-vous dire un mot de cette révolution sémantique ? Marcel Roncaiolo. En ce domaine, je me méfierais encore du singulier. Existe-t-il un sens consensuel de la ville, à plus forte raison de chaque ville prise en particulier ? Question à débattre. D'autre part, parlant de paysage, il faudrait jouir de tous les sens du mot sens. D'abord la perception par les sens, le visuel, l'olfactif, l'auditif, les goûts ou les déplaisirs aux confins du biologique et de l'apprentissage social. Ensuite le sens comme direction, trajet, itinéraire, changement d'échelle, c'est-à-dire les circonvolutions qu'on est amené à suivre dans la ville et au cours desquelles se dévoilent les facettes du paysage de la ville. Enfin le sens, ou les sens affleurant dans l'interprétation, qui renvoie à une réévaluation du local, départ de la perception physique par sa mise en relation avec des références plus larges, plus globales. Du psychologique à l'idéologique. Pascal Sanson. Oui, c'est tout à fait vrai. Et vous savez d'ailleurs que nous avions organisé une session intitulée « L'essence de l'espace ». Vos remarques se situent tout à fait dans le même esprit. Cette réflexion peut-elle être complétée par un cadrage historique sur la redécouverte de l'importance des cités-jardins, et ce que cela peut impliquer dans la problématique du paysage urbain ? Marcel Roncaiolo. La cité-jardin est présentée comme une réponse à l'industrialisme, à la recherche de sa spatialité, donc à la formation de l'agglomération. Elle invite à une forme réglée de la croissance, au-delà de la simple accumulation désordonnée des hommes et des activités. Elle part d'une utopie aux origines pré-industrielles, le souci moral, philosophique, porté en partie par les Lumières, d'effacer les oppositions entre ville et campagne, de créer un nouvel habitat. Elle ne s'oppose donc pas au courant progressiste, celui du phalanstère par exemple, pour s'orienter vers des voies d'une critique retardiste ou culturaliste de la ville industrielle. Elle associe ouvertement, sans déceler la moindre contradiction, les deux aspects de la pensée urbaine tels que Françoise Choët les définit. Pascal Sanson. L'expérience des cités-jardins s'est un peu prolongée dans l'aventure des villes nouvelles. Qu'en pensez-vous, notamment en termes de création d'un nouveau paysage urbain ? Marcel Roncaiolo. La cité-jardin, dans sa version britannique, à l'origine communauté fonctionnellement complète, socialement diversifiée, intégrant nature et artificielle comme dans sa version française plus simple, limitée à une nouvelle formule d'habitat, s'inscrit dans une véritable stratégie de contournement de la ville, pour s'y substituer ou simplement créer les conditions d'une composition apte à faire aussi se moderniser et s'humaniser la ville héritée. Tel est le cas, notamment en France. Avec Henri Sellier, grâce au levier du logement social, dépendant largement de l'intervention publique, les modèles d'un nouvel urbanisme doivent ainsi être testés et le monopole des propriétaires du sol urbain ébranlé.
L'histoire montre les deux risques de l'entreprise. En Grande-Bretagne, excès de fermeture au départ sur une communauté close. La résidence dans la cité-jardin est rigoureusement liée au fait d'y travailler. En France, réduction des ambitions au logement et aux équipements de proximité. Dans un processus rapide, les supporters de la cité-jardin deviennent les initiateurs des grands ensembles. Économiser les moyens financiers, le sol, éviter la dispersion des équipements, concentrer les efforts conduisent à réduire la part de la nature, à passer de la maison individuelle à la petite résidence, de la résidence autour et au bar. En 2 décennies, cette évolution est accomplie des Lilas à Drancy, tout en repliant l'entreprise sur la fonction logement. La ville nouvelle s'établit donc, dans la pensée des planificateurs, comme connectif de la dispersion, les lotissements et du caractère réducteur de l'habitat des grands ensembles. La ville nouvelle devait offrir de nouveaux lieux de condensation de centralité et permettre l'installation en banlieue d'équipements plus rares, associer plus étroitement fonctions résidentielles et fonctions de production, biens et services, diversifier et structurer le paysage hors de la ville-centre. Ordonner la croissance, concentrer les moyens, associer les formes d'habitat, anticiper sur l'urbanisation, le projet était séduisant. Il resterait à étudier, à l'épreuve des faits, comment le projet sort du jeu des fluctuations économiques, des arabesques de la planification territoriale, des conduites des pouvoirs locaux, et des comportements de l'habitant ou de l'utilisateur, de l'individu aux entreprises. La nature est loin d'être au cœur du débat. Pascal Sanson. Par contre, la redécouverte de l'art des jardins a beaucoup contribué à réinventer l'aménagement de nombreux sites urbains. Pouvez-vous développer cette caractéristique qui contribue à la polysémie des villes? Marcel Roncaiolo. Là, nous abordons plus au fond les rapports de la ville et de la nature. La ville est considérée habituellement comme artificielle, un effet de l'art et de la technique. Mais cette création tend à devenir nature, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus difficile que toucher à la matérialité de la ville. Quand vous regardez une représentation satellitaire, vous avez l'impression d'une concrétion minérale, d'une inscription indélébile. C'est en partie faux, puisque l'on sait que par des opérations fines changeant le bâti, jouant avec les parcelles, la ville est tout le temps en mouvement, forme de détail et usage. En réalité, les destructions et rénovations d'importance sont encore le résultat de gestes physiques, symboliques liés à des épisodes mémorables, désastreux ou ambitieux. Le mythe néronien n'est pas mort et toucher à la ville existante n'est pas neutre. Tout cela crée une sorte de seconde nature, dont on peut redouter les logiques. De fait, l'inertie, la résistance de la forme matérielle viennent surtout de la résistance des intérêts sociaux et des représentations qui y sont engagées. Mais parallèlement, inégalement selon les périodes, il y a la volonté d'intégrer dans la ville une véritable nature, domptée, triée, miniaturisée, réduite à quelques individus témoins. Intérioriser la nature elle-même. La ville médiévale avait souvent des champs dans son enceinte. À l'époque moderne, les jardins ont été cette sorte de médiation par laquelle la ville avait la possibilité d'être à la fois, en son intérieur, art et nature. Ouverture de la ville sur le plat pays, et sentiment de la nature se développent parallèlement depuis le XVIIe siècle. La destruction des enceintes, leur renforcement par des cours, mais les boulevards sous le couvert d'arbres vont de pair. En économie, ce changement aboutit à la physiocratie qui pose la production de la nature comme fondement de toute richesse. Il ne faut pas oublier que Paris est ville ouverte des Colbert, que l'enceinte des fermiers généraux n'est qu'une palissade, une barrière fiscale. Paradoxalement, l'ouverture ne détruit pas l'idée de porte de la ville, élément d'ornement, matérialité symbolique d'une ville qui ne veut pas perdre sa particularité. Cours et Méhil, boulevards et promenades sont en général des allées ombragées, dont les chaussées de circulation sont reportées sur des contre-allées, étroites d'ailleurs. Le XIXe siècle, avant, pendant et après Haussmann tend à déplacer le rapport chaussée-espace de promenade. L'arbre ne sert plus que de cadre à l'espace de circulation dans la version haussmannienne, mais comme par compensation le jardin public, à la décoration répétitive, aux figures imposées, se veut une nouvelle forme d'intériorisation d'une nature réglée et thématisée. Avec la destruction de l'enceinte de tiers, construction à contretemps s'il en est,
la notion de ceinture verte, version renouvelée de la délimitation urbaine, est prise en référence, dans une inspiration internationale, sinon réalisée. Bref, dans le cas de Paris, du jardin monarchique à l'invention de nouvelles coupures urbaines, le rapport art-nature ne prend pas seulement des formes différentes mais correspond à des fonctions également différentes qui prennent une place majeure dans la représentation et dans l'apprentissage de la ville. N'oublions pas la place historique des jardins botaniques et zoologiques, accompagnement exotique et didactique des grandes phases de la colonisation européenne. Le jardin n'est pas seulement une sorte de complément ludique. Il s'intègre dans le jeu de la société urbaine à la mesure des intérêts, éventuellement divisés, des curiosités, des modes de vie et de leur rythme. Son interprétation ne relève pas exclusivement du spécialiste, reconnaissant des modalités différentes de cette insertion de la nature, mais de la compréhension de la ville, matérielle et symbolique dans son ensemble. Hors de la ville, la nature n'est pas à conserver passivement, simplement par un jeu d'interdits, de mise en réserve. Conserver, c'est en réalité traiter la nature, art urbain à sa manière. Je pense aux littoraux, qui souffrent non seulement de béton ou de la marchandisation, mais aussi du laisser-aller, juridique ou politique, qui en fin de compte les abandonnent à des usages incontrôlés ou aux effets non maîtrisés de nos techniques, dans des périmètres que l'on ne peut cerner. Une politique de conservation ne peut être qu'une politique d'intervention. Identifier intervention et perversion serait catastrophique. Pascal Sanson. Oui. Et vous réintégrez la problématique du paysage dans toute la problématique de la stratégie urbaine contemporaine. Marcel Roncaiolo. On ne peut créer, entretenir un paysage qui ne prend place dans une stratégie plus générale, qui se réduit à un projet dont la seule finalité paysagère ne garantit pas le succès. Je redoute l'anticipation purement sectorielle, science de l'ingénieur, calcul financier, conception esthétique, de même que la transformation de la mode ou de la recette corporative en normes. Conservatisme, technocratisme, avant-gardisme menacent, chacun à leur manière, l'œuvre et sa répercussion et les procédures démocratiques restent encore faibles en la matière. Consulter l'habitant ? Mais celui d'hier, ou éventuellement celui de demain ? Le sérieux de l'anticipation légitime seulement d'encourir les risques et le prix. Encore le prix n'est-il pas que financier ? Or ce sérieux est gagé par une relation étroite entre l'interprétation paysagère, la stratégie de développement de la ville, les aspects socio-économiques et culturels du projet, pas seulement esthétiques. Toute l'histoire urbaine montre la fragilité d'une politique de l'offre sans véritable demande, l'excès de recettes de marketing appliquées à des contextes insuffisamment analysés par des experts nomades. Le paysage, à défaut d'autres créations de l'art, est à destination collective, imposé en fin de compte à ceux qui habitent ou fréquentent la ville. Sa création ou son remodelage implique au moins la caution d'une action collective. À l'inverse, il n'est pas envisageable que la réflexion sur le paysage ne figure pas dans le projet. Car tout traitement matériel de la ville, que les acteurs soient conscients ou non, est porteur de paysage. Les retombées non voulues sont aussi dangereuses que les choix malencontreux. Le cantonner dans une conception purement réseautique de la planification urbaine comporterait des risques multiples. Les bretelles d'autoroute et le gâchis des entrées de ville en soulignent déjà les effets. Je pense aussi au traitement non raisonné des espaces d'intermodalité des transports, considérés comme majeurs dans nos villes de la mobilité. Il ne s'agit pas seulement de monumentaliser les bâtiments, mais de penser en termes de brisure ou de continuité, d'accueil, d'ouverture et de fréquentation des espaces urbains. Je pense aussi à des projets de couverture de gares ou même de voies ferrées, comme à Turin, la dalle qui doit recouvrir la longue traversée ferroviaire qui partage la ville d'ouest en est. À quels usages cette dalle est-elle promise ? À quel type de circulation ? Or ces choix commandent le paysage urbain qui en résultera. La dalle, seule, ne dit rien et la couverture ne garantit pas le rétablissement de la continuité. Cette imbrication du paysage et des usages est donc fondamentale. C'est par elle que le projet prend son sens. Pascal Sanson. Finalement, cela fait résonance avec un de vos thèmes favoris, le thème de l'urbanité. Est-ce que le paysage urbain, une nouvelle étude du paysage urbain, ne serait pas une façon de repenser l'urbanité contemporaine ?
Marcel Roncaiolo. Le mot urbanité est peut-être trop incertain. Ce ne sont pas les choses qui sont dotées d'urbanité, mais la conduite des hommes entre eux. Tel est le sens attesté depuis le XVe siècle où, selon le Trésor de la langue française, le mot s'attache aux relations sociales entre habitants d'une ville. Civilité, courtoisie, politesse, peut-on invoquer dans la langue classique. Le détournement du mot vers les formes de la ville est tout récent. Cette distinction n'implique pas que le cadre urbain ne puisse se prêter plus ou moins à ces conduites de civilité. Cette urbanité répondrait donc à la qualité du milieu de vie. Mais la perception que l'on a de la ville aujourd'hui paraît à la fois moins localisée, ouverte à un rapport moins simpliste avec les formes urbaines. Car l'urbanité est attribuée à des formes qui naguère étaient considérées comme répulsives, accusées d'entretenir la maladie, l'entassement humain, le manque de confort. Les quartiers anciens sont recherchés, moyennant quelques réhabilitations physiques, comme attrayants. À Paris, le 16e arrondissement ou le 8e ne sont plus mis sans discussion en tête des hiérarchies. Individuation, paradoxalement, explique cette géographie ouverte de curiosité et des fréquentations. Paris se consomme en quelque sorte à la carte et non plus au menu. Les classes sont moins clairement différenciées, les niveaux et types de revenus, de culture, de modernité moins liés entre eux. L'urbanité se détache d'une cartographie trop simplifiée, sorte de cueillette à l'intérieur de la ville, butant sur le négatif, les lieux d'exclusion et non plus de simple ségrégation. C'est un des aspects de la multiterritorialité d'aujourd'hui, à plusieurs sens du terme. Le marché immobilier le confirme. Avec un risque. L'individuation conduit statistiquement à l'audimat avec l'agrégation décisive des petites décisions. La liberté de choix au niveau individuel n'implique pas dans l'ensemble un recul de l'uniformisation, au contraire. La gentrification, y compris dans ses couches les plus modestes, entretient cette sorte de folklorisation banale de l'espace urbain. La limite de ces phénomènes, c'est le respect commun d'une certaine civilité, plus qu'une mixité avérée des cultures, qu'une sociabilité unifiée et croit-on renforcée par la proximité physique. Le conflictuel a aussi ses mobilités. Pascal Sanson. Au point où nous en sommes, il est bon de se souvenir de notre intitulé, le paysage urbain, représentation, signification, communication. Je pense que vos développements ont notamment traité des représentations et des significations. Pouvez-vous aborder maintenant les aspects informationnels et communicationnels de la problématique du paysage urbain? Marcel Roncaiolo. De même que le mot urbanité invite à prendre du recul, le mot communication, mis à la mode par le succès des médias et les technologies de l'information, pourrait faire prendre une dimension écrasante à la conception et l'élaboration des paysages urbains, rejetant dans l'ombre les formes matérielles et les comportements concrets au profit des discours, de l'image slogan, de la publicité au marketing. Toute une série de textes justifie, dans les interventions urbaines les plus récentes, Euradille, Euroméditerranée par exemple, cette mise en scène comme accompagnement essentiel du projet. Le marketing est un instrument au service de l'identité territoriale. Encore faut-il comprendre, connaître, définir cette identité, à supposer qu'elle ne soit pas évidente. Événements déclencheurs, effets d'annonce, images publicitaires ne sont pas en eux-mêmes gages d'authenticité. Faut-il s'attendre à des procès pour publicité mensongère? Cherchons donc ce qu'il y a de plus sérieux dans la communication qui ne peut être, en tant que telle créatrice de paysages, mais concerne la manière de faire comprendre un paysage. La médiation est en effet un élément essentiel de l'accès au paysage. On ne voit guère que ce que l'on a appris à voir. Le choc des sens est indiscutable, mais le perçu est rapporté toujours à la culture acquise, aux leçons élémentaires reçues par le jeune enfant dans sa famille ou à l'école, aux cultures les plus sophistiquées par le savoir et l'expérience, serait-ce pour s'en libérer. Quand on entreprend un voyage, les récits, les panoramas, les choix des guides préforment la découverte du réel. Le redressement éventuel de l'image est toujours difficile, rejetant éventuellement le prisme imposé au regard. Les médiateurs enseignent la sensibilité au paysage, donnent une manière de le lire, mais leur manière. Ils peuvent être porteurs, et même indispensables, d'une interprétation, soit contemporaine de la mise en place de paysages, soit renouvelée par des regards ultérieurs ou d'aujourd'hui.
Il place donc le paysage dans des contextes nécessaires de compréhension. C'est dire quelles données immédiates sont à relativiser. Allez donc apprécier, en bien ou en mal, la maison du Fada, à Marseille, sans passer par le crible des jugements portés. Le rôle des médiateurs est d'autant plus important en effet, qu'ils replacent le paysage dans ses connivences temporelles. D'un paysage concret, on passe ainsi à des conceptions de l'espace qui sont à la fois à l'origine des formes, de l'objet de la perception et des modes de regard qui l'accompagnent. Révélateur de sensibilités englobantes, sans doute avec tous les risques présentés par cette démarche d'identification culturelle. Mais comment comprendre l'espace haussmannien, sans passer par les représentations picturales des impressionnistes et post-impressionnistes de Caillebotte à Pissarro et surtout Edgar Munch, admirable évocateur de la percé-mobilité, des mouvements et de l'anonymat. Autre chose qu'une simple vue architecturale. De même les verrières de gare de Monet et leurs brouillards de rêve. Bien entendu, le paysage urbain est avant tout culture. Pascal Sanson. On a considéré une volonté de médiation du paysage urbain, à travers des campagnes de photographie commandées à des artistes pas forcément experts de ce type de mise en image. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Marcel Roncaiolo. La photographie est une médiatrice ou plutôt le photographe. Car la technique, qui ouvre des possibilités et pose des contraintes, se combine avec un regard renouvelé, et sans doute de nouveaux objets et de nouvelles échelles de la raison. L'Ouest américain a été ouvert à la conscience américaine par la photographie. Pensons alors au cinéma, véritable diffuseur et interprète de paysages s'il en est. Encore plus efficace puisque les hommes sont alors en action, que le paysage est habité, alors que la photo est souvent posée. Que serait la représentation des États-Unis dans le monde, s'il n'y avait une filmographie généreuse ? Tout voyageur qui découvre New York a ses clés visuelles et plus encore l'amateur de films que le lecteur de guide. En retour, le cinéma américain a lancé plus sûrement que la production française, existante mais souvent ignorée, une véritable symbolique filmique de Paris, plus ou moins sophistiquée ou authentique, mais qui en fait fabrique l'image de Paris. Grâce à la photographie se développe une politique de découverte ou de rappel du paysage, et surtout des paysages pluriels, d'un pays. La campagne photographique de la Datar était en elle-même un acte politique, non pas seulement une illustration et un recueil de paysages à méditer. Entraînant de ce fait un risque et un avantage, le risque d'une manipulation et d'une réduction du visuel. Encore faudrait-il distinguer cette méthode concrète du visuel abstrait de la photo satellitaire. L'avantage, c'est de remettre en question bien des catégories trop figées de lecture de nos paysages. La notion même de paysage éclate en tous sens. Champ clos, champ ouvert, habitat groupé ou dispersé, entrecroisement des frictions urbaines, les vieux repères de la géographie traditionnelle ne permettent plus guère de cataloguer des paysages devenus parfois indescriptibles. Dure question posée par le responsable de la Datar, Jacques Salois, dans la préface publiée de la mission photographique. Mais faut-il en rester à l'indescriptible ? Il n'y a guère que dans quelques films que les catégories soient en quelque sorte critiquées, relayées par une simple représentation des comportements, en réalité riches en compréhensions nouvelles. Je pense à Rohmer et à ses contes saisonniers et à la découverte de ces nébuleuses urbaines de la vallée du Rhône, entre Montélimar et Orange, échappant à la logique rituelle des hexagones emboîtés, contes d'automne. Le paysage ne correspond pas seulement au visible, à l'activité des sens, à la simple vision. Le paysage n'est pas considéré, ressenti comme passivement, mais aussi à travers nos gestes, nos efforts, nos modes d'orientation, etc. Par exemple, la marche fatigue et ses essoufflements nous permettent d'intégrer autrement la topographie. Les odeurs sont essentielles dans la reconnaissance des lieux, il peut exister ainsi un paysage pour les aveugles. Tout gosse, quand je partais prendre mes leçons de piano à l'autre bout de la ville de Marseille, en passant par le centre, puis par le quartier de Rive-Neuve où traînaient encore des odeurs de savonnerie, je n'avais point besoin d'ouvrir les yeux pour me repérer à travers bruit et parfum. Pascal Sanson. Vous vous situez dans la dimension du vécu du paysage, qui correspond à cette volonté d'intégrer la globalité de notre insertion dans les sites urbains que nous habitons.
Pouvez-vous nous donner votre analyse sur cette polysémie du paysage, et notamment du paysage urbain? Marcel Roncaiolo. Dans le paysage, il y a toujours quelque chose qui dépasse ce que l'on apprécie par les 5 sens. C'est le vécu, à condition que le vécu ne soit pas ramené aux données immédiates de la conscience, d'une conscience individuelle. On l'a vu, le paysage passe par des médiations, le moins connu ou l'inconnu enveloppe sans cesse le perçu, le récit, la mémoire, l'invitation au voyage font partie constituante du paysage. D'un autre point de vue, le paysage n'est pas que paysage. Il exprime, sans être pourtant univoque, des activités, des modes de vie, des comportements et a cette caractéristique de présenter de manière simultanée ce qui n'obéit pas à des temporalités différentes, sorte de condensateur d'histoire au singulier et au pluriel. Le paysage fait sans cesse imaginer le dessous des tables ou l'envers du décor. Pascal Sanson. Est-ce que le terme habiter le paysage vous convient? Marcel Roncaiolo. Oui, je préfère habiter, sous réserve à donner à ce terme toute son extension, à ne pas le confondre avec résider et ne pas le limiter au vécu direct. Ce qui est beaucoup par rapport à une conception trop individualiste du paysage. Le paysage, comme l'enfer, c'est aussi les autres. Habiter ou hanter, car on hante la ville et elle vous hante, même par des idées abstraites de ce qu'elle est ou n'est pas. D'autant plus que les villes ne sont jamais figées en un moment déterminé, et qu'elles sont à la fois ce qu'elles ont été et ce qu'elles voudraient être. Habiter, je veux bien, mais si habiter signifie aussi s'agréger au mouvement, se mouvoir. Je reviens sur mon idée en la reformulant. Le paysage, c'est le simultané, le synchrone et le non-synchrone. Le paysage, c'est du temps consolidé, mais perçu, sauf trajet, itinéraire à ne pas oublier, dans une sorte d'instantané. Pascal Sanson. En ce qui concerne le caractère dynamique du paysage, Marcel Roncaiolo. Ce serait trop long d'évoquer la dynamique du paysage, à terme. Car le paysage, c'est alors la ville. Je parlerai seulement de la dynamique de fréquentation, en soulignant combien elle est une dimension du paysage. Le paysage n'est pas seulement fait de pierres, de moellons, de platanes, d'asphalte ou de pavés. Il est fait de fréquentation et donc d'attrait ou d'oubli. J'ai fait une première expérience paysagique, qui m'a amené très tôt à me méfier du paysage comme vue architecturale. L'exemple m'a été fourni par la Canebière, très fréquentée à l'époque de ma jeunesse, avec ses vitrines, ses cafés, ses entrées de cinéma. Quand je me suis mis à une étude plus sérieuse de la ville et de ses aspects matériels, je me suis aperçu que je n'avais aucune idée précise de la forme et de la façade des immeubles, de la largeur des façades ou du nombre d'étages ou du dessin des fenêtres. La Canebière ne vivait pour moi qu'en rez-de-chaussée. Même impression sur les Champs-Élysées ou plus encore que sur la Canebière, c'étaient les lumières qui faisaient les façades, néons des cinémas, des publicités ou d'informations. On voyait de tous côtés des gens autour de vous, devant vous, freinant votre déplacement ou gênant votre accès à une vitrine. Les objets hommes sont des objets urbains, mais en plus ils se déplacent ou s'agglutinent. J'ai refait ce chemin marseillais, avec beaucoup de déception un soir du 15 août plus récemment. Ce qui frappait, c'était le vide angoissant. Un paysage n'est pas une composition de formes, du moins seulement. Il est pratiqué, c'est une praxis mais qu'il faut le plus souvent partager avec d'autres. C'est un réceptacle de vie, qualifié autant et plus par la vie que par le cadre, et quel cadre vraiment visible. Pascal Sanson. Pouvez-vous parler de l'aspect perception du paysage dans le mouvement lié au déplacement à pied, mais aussi au déplacement par les transports spectacles qui nous donnent un spectacle sur la ville, un balcon comme vous dites? Marcel Roncaiolo. Oui, balcons dans une certaine mesure qui peuvent être considérés comme fixes, encore que pour avoir un panorama il faille se déplacer, marcher et jouer avec le point de vue. On sait très bien que lorsque vous dessinez le panorama d'une ville, il faut user de points de vue différents. Il y a toute une manipulation pour reconstituer le panorama dans son ensemble. Mais le rythme de vie, le rythme de déplacement, la forme de déplacement, c'est essentiel dans le paysage. Le paysage change selon la vitesse, y compris pour la marche. Vous n'avez pas le même paysage si vous êtes pressé,
si vous allez à un endroit en marchant à 8 km à l'heure et si vous marchez à 1 km à l'heure ou en regardant les vitrines. Ce n'est pas du tout le même paysage. Dans le premier cas, vous verrez surtout des personnes, des groupes que vous essayez d'éviter pour ne pas perdre de la vitesse, par une sorte de tactique de terrain et de topographie. Dans l'autre, au contraire, c'est vous qui ferez bouchon, qui regarderez les vitrines, les évitements, la nécessité d'éviter et d'être évité dans la rue, c'est essentiel. Et je ne parle pas de traverser les voies, parce que là, il y a des conflits entre des vitesses différentes aussi. Quand vous traversez, il faut attendre les feux, il y a une normalisation, mais quand vous traversez un peu au hasard, vous jugez de la vitesse des autres, donc c'est une manière de saisir le paysage tel qu'il est pratiqué par les voitures. Quand je traverse à un feu qui se commande manuellement du cours de Vincennes, je juge si j'ai le temps de passer avant que le feu se déclenche ou si je n'ai pas le temps. Seulement le problème, c'est le parcours. Il faut avoir une certaine vitesse parce que ce paysage-là n'a de sens que dans la cinétique. On le fait toujours soit derrière une file de voitures, et on est amené à s'occuper d'autre chose que ce que l'on voit, soit trop vite quand ça dégage. Je n'ai jamais pu voir, il me paraît, le paysage en conduisant, en l'appréciant vraiment, mais quand je suis passager, il est admirable, ennuyeux. Autre exemple, à propos de l'autoroute du Soleil, c'est la vue que l'on a quand on vient du sud, en dominant le Rhône, en aval de Vienne. On y découvre un paysage fluvial splendide que l'ancienne route nationale, plus basse, moins dégagée, ne révélait pas. Pascal Sanson. On a assisté à cette réinvention du paysage urbain, ces 10 dernières années, grâce à des gens comme vous qui avez contribué à focaliser sur l'importance du paysage, cette réinvention de modes de transport plus proches de l'homme, le tramway, le vélo. On assiste à une réinvention de la bicyclette comme mode de transport adapté, proche de l'homme, proche des autres, peu dangereux. Les accidents sont rares, ils viennent surtout de collisions avec des véhicules beaucoup plus lourds, beaucoup plus rapides. Marcel Roncaiolo. Oui, je me suis toujours posé un problème. Pour quelle raison les gens ne se parlent pas entre eux dans le métro, alors que dans le tramway, il y avait toujours de grandes conversations qui s'engageaient? Question de vitesse générale, de bruit ou d'enfermement? Dans le métro, même si on arrive à évoquer la surface grâce à la décoration des stations, on ne voit pas grand-chose, on a plutôt tendance à s'endormir, à s'enfermer dans sa lecture, dans son journal, tandis que dans le tramway, il y avait toujours quelque chose à voir. Un incident qui se passait. Le contact était direct avec la rue et le tramway faisait partie de la rue. Je ne sais pas d'ailleurs si un tramway en site propre produit le même effet. C'était alors un lieu de sociabilité, c'est-à-dire qu'il y avait des lignes où l'on mettait des employés qui se conduisaient bien, qui avaient un certain contrôle de leurs paroles, etc., et des lignes plus populaires. Il y avait un accent particulier dans chacune d'elles, bien que ces lignes franchissent des espaces multiples dans la ville. Il y avait une forme qui épousait la structure bourgeoise de la ville, c'est-à-dire en L couchée, partant du nord-est, suivant la Canebière et gagnant le sud. Un autre, suivant d'abord le même trajet, se rabattait ensuite vers le nord et les espaces portuaires de la Juliette. Chacune avait son standing particulier. Un paysage se manifeste avec sa vitesse, ses animations, ses risques, mais il y a aussi ce qui se passe dans le paysage. Ce ne sont pas seulement les personnes qui sont là et qui peuvent bouger, mais l'événement, le tout petit événement, et ces trajets étaient bourrés de petits événements. Pascal Sanson. Je vais vous poser une dernière question, Monsieur Roncaiolo. Comment voyez-vous, avec toute votre expérience, le paysage urbain de demain? Marcel Roncaiolo. Je n'aime pas parler de la ville de demain, parce que ce ne peut être qu'un projet, en pensée plus qu'en acte. Je ne redoute pas l'utopie et l'imaginaire. Je redoute l'extrapolation à partir de données partielles, simplifiées, mal hiérarchisées, sans que l'on soit sûr de son choix. En particulier, on a tendance à suivre d'une manière linéaire l'idée que l'on se fait du progrès technique ou même de quelques techniques majeures, aujourd'hui celle de l'information et du virtuel. Plus risqué encore, à la manière de la haute couture, on tente de devancer la mode. Ces tendances, comment se composeront-elles entre elles et avec les réactions des habitants de la planète d'alors? L'expérience passée des grandes découvertes techniques et scientifiques devrait nous conduire à une grande prudence. Laissons nos contemporains, du moins certains,
rêver ou trembler, ce que l'on fait d'autant mieux que l'on tire de grands traits sur le passé ou que l'on s'en sert comme repoussoir nostalgique. De toute manière, penser le projet est toujours le penser aujourd'hui. Parler de la ville de demain n'ajouterait que peu à notre conversation. Évitons de légitimer, en inventant un futur purement gratuit, nos envies, nos désirs et nos peurs du moment. De toute manière, de vrais mutants se moqueraient sans doute de nos élucubrations d'aujourd'hui. Pour l'instant, une seule constatation et qui intéresse la ville ou le territoire. Je ne crois pas à la fin de l'histoire. Marcel Roncaiolo, agrégé de géographie, docteur ès lettres, s'est spécialisé très tôt dans les études urbaines en s'attachant en particulier à analyser les relations entre formes urbaines et société. Marseille a constitué son laboratoire privilégié, comme objet de recherche, à côté de ses travaux sur l'histoire urbaine de la France et l'épistémologie de la ville. Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur à l'Université Paritis-Nanterre, il a été directeur adjoint de l'École normale supérieure et directeur de l'Institut d'urbanisme de Paris. Histoire de la France urbaine, t. 4 et t. V. Paris, Seuil, 1983-1985. La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, 1990. Les grammaires d'une ville, essai sur la genèse des structures urbaines à Marseille, Paris, EHESS, 1996. Marseille, Paris, la documentation française, 1963. La ville et ses territoires, Paris, Folio, 1990. Introduction, entretien avec P. Sanson de l'ouvrage Les langages de la ville, Codir. B. Lamizet, Marseille, collection Eupalinos, 1997. Marseille, les territoires du temps, Paris, édition locale de France, 1996. Logique urbaine et la production de la ville, une histoire de la France urbaine, tome 4, Paris, Seuil, 1983. RONCAYOLO, Monsieur Esperluette Paco, T. Ville et civilisation urbaine, Paris, Larousse, 1992. La ville et ses territoires, Paris, Folio, 1990. Destin de la ville héritée, une histoire de la France urbaine, tome 5, Paris, Seuil, 1981-1985. Pour une culture urbaine, entretien avec P. Sanson, introduction de l'ouvrage, Les langages de la ville, Codir. B. Lamizet, P. Sanson. Marseille, collection Eupalinos, 1997. Lecture de ville, forme et temps, Marseille, collection Eupalinos, 2002. Du paysage urbain, Françoise CHENETF, AUGERAS. 1. Introduction. Je partirai de deux hypothèses. 1. Le paysage de ville n'est pas un paysage urbain. Où est la différence ? Dans le point de vue. Le paysage de ville embrasse la ville du regard et la saisit dans sa totalité. Le paysage urbain ressortit à une vision fragmentée, historiquement située. Il naît de l'urbanisation plus ou moins sauvage qui caractérise la société industrielle et il témoigne d'une crise de civilisation. D'où la seconde hypothèse. 2. Né du regard que le citadin nostalgique jette sur la campagne, le paysage, quels qu'en soient les motifs, est par essence porteur d'urbanité et donc urbain. Par conséquent, le paysage n'est qu'une modalité de l'urbain et non, comme on le croit, l'urbain l'une des nombreuses qualités du paysage. Il ne devrait donc y avoir de paysage qu'urbain. Mais étant donné la dichotomie actuelle entre urbain et urbanité, n'y a-t-il pas antinomie entre urbain et ce que nous appelons paysage ? C'est-à-dire cette forme particulière de représentation, expression d'une volonté de conquête et de maîtrise symbolique de l'espace liée aux rêves humanistes du Quattrocento et de la Renaissance ? Si paysage urbain est un oxymore, le paysage peut-il être urbain sans cesser d'être un paysage ? La question est bien rhétorique au sens propre, puisqu'elle implique une réponse qui statue sur un topo, la définition même du paysage. En bref, c'est la forme de la ville qui est en jeu, non la forme de la ville réelle, telle que la bâtissent les urbanistes et ou ses habitants, mais celle de sa représentation qui ne coïncide pas forcément avec celle donnée par les plans. Or c'est très exactement cette inadéquation que saisit la distinction faite supra entre paysage urbain et paysage de ville. Distinction qu'on peut préciser. Le paysage urbain est de l'ordre de la praxis tandis que le paysage de ville relève de la théorie. Le premier suppose l'usager,
quelques piétons de Paris par exemple, tandis que le second semble issu des rêves d'un architecte démiurge dont le pouvoir est littéralement battu en brèche par une série de facteurs. La dégradation du mobilier urbain par l'usager et ou par le temps, diverses catastrophes, naturelles ou non, qui dérangent les épures, ou encore les conflits d'intérêts et les aléas de la politique. Allons plus loin et admettons que le paysage urbain suppose l'échec du paysage de ville comme représentation, le prend en compte et propose une autre forme de représentation. Né de la conscience plus ou moins obscure d'un désastre, il serait alors, dans un dernier sursaut de la civilisation, une tentative d'exorciser le chaos en l'organisant suivant d'autres modalités. C'est ce que nous nous proposons d'étudier, à partir de quelques exemples de représentations littéraires de la ville. Ces représentations, comme on va le voir, ne sont pas anodines. Plus que des symptômes ou des révélateurs d'un nouveau rapport à la ville, elles sont le véritable paradigme du paysage urbain. À ce titre, elles ont transformé radicalement notre perception de la ville et induit d'autres pratiques. Elles ont donc une valeur modélisante et performative. 2. Définition. Pour comprendre mon propos, quelques repères historiques et sémantiques. Invention du mot paysage au début du XVIe siècle, en Flandre, à propos des tableaux de Joachim Patinir. Bien qu'il existe des paysages objectifs dans la peinture et dans la littérature avant l'apparition du mot, on peut cependant parler des inventions. Celle-ci est dans la conscience et dans la volonté de faire du paysage un art absolu et complet, un genre autonome, alors qu'auparavant il était là comme cadre ou décor d'une narration, arrière-plan d'une scène. L'irruption ironique et subversive de la ville dans le paysage bien sage des bucoliques et des églogues peut être assez exactement datée par la publication, en 1857, de Paysage, le poème inaugural des tableaux parisiens de Baudelaire. Publié d'abord en revue sous le titre Paysage parisien, il sera inséré dans la deuxième édition des Fleurs du Mal, en 1861, avec la nouvelle section des tableaux parisiens. Cette section est inséparable du salon de 1859 et plus précisément du chapitre paysage où l'on trouve enfin une définition du paysage comme assemblage et construction indifférente à sa matière qui peut être minérale ou végétale. Plus intéressante, l'urgence proclamée, le texte tient du manifeste d'un nouveau genre, le paysage des grandes villes, c'est-à-dire la collection des grandeurs et des beautés qui résultent d'une puissante agglomération d'hommes et de monuments, le charme profond et compliqué d'une capitale âgée et vieillie dans les gloires et les tribulations de la vie. L'exemple en est donné par les eaux-fortes de Mérion et surtout par Victor Hugo, roi des paysagistes en poésie comme dans ses dessins à l'encre de Chine. Cette partie du chapitre sera d'ailleurs intégrée à une lettre qu'il envoie à Hugo, le 13 décembre 1859. Urbain est un mot à éclipse. Chez Rousseau qui le réintroduit dans la langue, il est péjoratif. Il ne devient un terme technique pour désigner tout ce qui a trait à la ville, qu'avec la naissance de l'urbanisme dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le mot urbanisme lui-même fait son apparition en français en 1910. Il est calqué sur le néologisme espagnol urbanización, créé par Icerda en 1867. S'il arrive aux romanciers de la ville, comme Balzac, Hugo, Zola, etc., d'appeler paysage, la vue d'une ville, l'usage les oppose. Paysage urbain est une expression de la fin du siècle dernier. Elle semble être attestée pour la première fois en 1892, dans l'avertissement de Bruges la morte de Georges Rodenbach. La ville orientant une action, ces paysages urbains non plus seulement comme des toiles de fond, comme des thèmes descriptifs un peu arbitrairement choisis, mais liés à l'événement même du livre. Rodenbach définit bien un genre autonome. Le paysage urbain n'est pas un parergon, faire valoir de quelque action indépendante, mais bien l'action elle-même. En ce sens, il inaugure effectivement un nouveau genre romanesque dont on peut suivre l'évolution chez Deblain, Dopassos, Joyce, Breton, Gracq, Butor, Claude Simon et bien d'autres. La ville et ses paysages constituent le vrai sujet du roman du XXe siècle. Curieusement, et ce n'est pas le moindre intérêt de ce texte, il n'y a pas à proprement parler de description, elles sont remplacées par des illustrations ainsi qu'il le précise dans l'avertissement. C'est pourquoi il importe, puisque ces décors de Bruges collaborent aux péripéties, de les reproduire également ici, intercalés entre les pages. Ces exemples associent sans ambiguïté paysage et ville,
impliquant ainsi que la ville dans son ensemble ou dans son mobilier peut être constituée en paysage, c'est-à-dire décrite suivant les modalités propres d'un type de représentation codée. 3. Paysage de ville. Le paysage de ville, proposions-nous, donne la ville saisie dans sa totalité et figée en quelque sorte pour l'éternité. Il est construit par un point de vue panoramique, globalisant et orthogonal. La ville est donc appréhendée de loin et de haut. Soit la distance à la fois géographique et temporelle de l'observateur de Paris à vol d'oiseau dans Notre-Dame de Paris, modèle littéraire de toutes ces vues à vol d'oiseau. On notera cependant que leur tradition est ancienne et s'inscrit dans le mouvement védutiste. La veduta, la vue, désigne très précisément le paysage de ville construit suivant les règles de la perspective avec une fidélité absolue à la perception optique de la réalité. Elle indique ainsi son mode de fabrication et le point de vue qui l'informe. Elle aurait pu être considérée comme une variété de paysages, mais comme elle ne concerne que la représentation d'une ville et d'ensembles architecturaux, elle s'oppose dans l'usage à paysage qui désignait la représentation de la campagne. Dans cette perspective, si l'on peut dire, la plus accomplie des vues à vol d'oiseau est la photographie aérostatique obtenue en 1866 par Nadar, mais, ancêtre de toute une lignée de vues aériennes, elle condamne à terme la veduta dans sa fonction de reproduction réaliste. L'intérêt de cette première photographie aérienne est qu'elle est doublée dans Paris Guide, 1867, d'une description de Paris vue d'un ballon, elle-même précédée de la description du Paris souterrain. C'est dire que le paysage vu du ciel est déterminé par ce labyrinthe souterrain, construit par l'architecte. De fait, avec la prise de hauteur, dès qu'il n'a plus ses repères monumentaux, le paysage, déjà flottant, se délite et s'évanouit dans les vapeurs. Cette même déliquescence va donner dans Les Misérables une variante ironique et moins connue de Paris à vol d'oiseau, Paris à vol de hibou. Pour comprendre où est l'ironie, il faut savoir que le paysage de ville se caractérise par son extrême visibilité-lisibilité qui donne au spectateur un sentiment de puissance. Paris à vol de hibou propose au contraire la vision nocturne d'une ville sinistrée ou un hypothétique regard. L'œil qui eût regardé d'en haut ne pourrait qu'entrevoir un paysage négatif dont il ne distinguerait que quelques formes et surtout qu'un énorme trou sombre creusé au centre de Paris. Le paysage est retourné terme à terme dans une série de manques, horizon couvert de nuages, des fantômes d'édifices, un lac d'obscurité, mais reste un paysage de ville conforme puisqu'il donne la ville dans son ensemble, décrite d'en haut et intégrée au cosmos avec une évidente fonction allégorique. Comme il arrive souvent, la nature semblait s'être mise d'accord avec ce que les hommes allaient faire. Rien ne dérangeait les funestes harmonies de cet ensemble. Les étoiles avaient disparu. Des nuages lourds remplissaient tout l'horizon de leurs plis mélancoliques. Il y avait un ciel noir sur des rues mortes, comme si un immense linceul se déployait sur cet immense tombeau. 4. Reste de 11. Précisons qu'un paysage après la bataille reste un paysage, à partir du moment où il donne paradoxalement à voir sa déstructuration par un regard structurant et totalisant qui dégage les harmonies, fussent-elles funestes. 4. Le paysage urbain. Le paysage urbain ne donne, lui, que la ville morcelée, insaisissable parce qu'elle n'est plus circonscrite dans ses remparts. Elle déborde par ses banlieues, elle se fait tentaculaire au point de rejoindre d'autres villes. Agglomération, conurbation, elle est en perpétuelle croissance et toujours bouleversée. Le paysage urbain naît des décombres du vieux Paris, ou de ces vieilles villes qui s'en vont, et dont on commence à collectionner les antiquités ou à restaurer les monuments. Il correspond au passage insensible d'une forme au contour défini et stable, à l'informe de l'agglomération urbaine. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel. Le paysage de ville croyait à la forme, à celle de la ville comme à celle du poème ou du tableau qui pouvait la reproduire. Le paysage urbain va se lover dans les tortueuses fantaisies d'un texte, dont on ne pourrait pas dire sans injustice qu'il n'a ni queue ni tête, puisque tout au contraire y est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement. On aura reconnu la dédicace du spleen de Paris à Arsène Houssaye. Et l'on admettra que c'est dans ce petit ouvrage que naît vraiment le paysage urbain, sans oublier cependant ce qu'il doit aux Misérables et à l'exemple donné par Hugo auquel Baudelaire reconnaît comme qualité première et fondatrice,
ce goût sublime mais dangereux, des promenades et des rêveries. C'est Hugo qui introduit, en particulier avec les pays perdus de la Salpêtrière, ces paysages misérabilistes de détritus, de masures délabrées, de banlieues grises, d'usines qui seront familiers aux flâneurs du Nouveau Paris. On peut aussi voir dans Balzac un précurseur. Ferragus est en effet l'un des modèles des Misérables. Dès le début Vagabond, on trouve l'éloge du flâneur. Ces observations, incompréhensibles au-delà de Paris, seront sans doute saisies par ces hommes d'étude et de pensée, de poésie et de plaisir qui savent récolter en flânant dans Paris la masse de jouissances flottantes à toute heure entre ses murailles. Mais ô Paris, qui n'a pas admiré tes sombres paysages, tes échappées de lumière, tes cul-de-sac profonds et silencieux, qui n'a pas entendu tes murmures entre minuit et 2 heures du matin ne connaît encore rien de ta vraie poésie, ni de tes bizarres et larges contrastes. Il est un petit nombre d'amateurs, de gens qui ne marchent jamais en écervelés, qui dégustent leur Paris, qui en possèdent si bien la physionomie qu'ils y voient une verrue, un bouton, une rougeur. Mais le récit qui part bien du ras du sol, aboutit à une double vue d'ensemble sur Paris, d'abord ironiquement reproduit par le microcosme du Père-Lachaise et ensuite aperçu par Jules à ses pieds. Le véritable Paris, enveloppé d'un voile bleuâtre produit par ces fumées, et que la lumière du soleil rendait alors diaphane. La ville, texte lacunaire et énigmatique, a fini par révéler son secret, celui de Ferragus, et le paysage, de ville, peut alors se constituer. Ce texte liminaire de Ferragus définit donc exactement ce promeneur qu'on trouve aussi bien dans Les Misérables que chez Baudelaire. Étant donné l'origine historique du concept, on entendra donc par paysage urbain, le spectacle de la ville au quotidien, vu par le promeneur qui, sans hiérarchiser, prend en charge le réel non plus d'un regard circulaire et englobant dans une volonté de totalisation immédiate, mais au rythme de la marche, en intégrant le temps dans sa perception. Ce n'est plus le regard éloigné, mais le regard de la proximité tant spatiale qu'affective, une sorte de myopie sentimentale sensible aux petits détails vrais, parce qu'il révèle la partie intime et secrète de la ville, son âme. La promenade archéologique était fléchée par les monuments. Le flâneur regarde les interstices, les fissures et creuse le vide. À propos de Nantes, Julien Gracq écrit : Je rassemble les morceaux d'un œuf cassé, d'un cocon troué. Rien ne peut plus me rendre la poussée aveugle qui condamnait tout ce qui m'entourait à éclater pour apprendre à exister autrement. Ces images dépareillées et parfois dérisoires, que rien apparemment ne ressemble, sic et ne relie, composent pour moi comme un écu écartelé, gironné. La ville éclatée ressaisit en elle un chiffre plus parlant que toutes les vues panoramiques qu'on peut en garder, parce que la clé en est tout entière dans le tri exercé souverainement sur le chaos du donné, par une sensibilité encore sans guide et sans modèle qui suivait sa seule pente et à laquelle rien n'en imposait. La forme de la ville, forme aléatoire et mouvante, forme sensible, est indiscutablement celle que donne le paysage urbain tel que nous l'avons défini, et s'oppose au paysage de ville, vue panoramique rejetée parce qu'elle ne correspond pas au vécu du promeneur. Il est assez logique que le regard vague du flâneur, qui est celui de la vacuité et de la disponibilité, se complaise dans le spectacle des terrains vagues qui entourent ou trouent Paris. Ainsi dans Les Misérables. Le plaisir de Marius était de faire de longues promenades seul sur les boulevards extérieurs, ou au Champ de Mars ou dans les allées les moins fréquentées du Luxembourg. Il passait quelquefois une demi-journée à regarder le jardin d'un maraîcher, les carrés de salade, les poules dans le fumier et le cheval tenant la roue de la noria. Les passants le considéraient avec surprise, et quelques-uns lui trouvaient une mine suspecte et une mine sinistre. Ce n'était qu'un jeune homme pauvre rêvant sans objet. 3 v 5. Ce plaisir est partagé par l'auteur, celui qui écrit ces lignes, et met en scène tous ces promeneurs hasardeux. Celui qui écrit ces lignes a été longtemps rôdeur de barrières à Paris, et c'est pour lui une source de souvenirs profonds. Ce gazon ras, ces sentiers pierreux, cette craie, ces marnes, ces plâtres, ces âpres monotonies des friches et des jachères, les plans de primeur des maraîchers aperçus tout à coup dans un fond, ce mélange du sauvage et du bourgeois, ces vastes recoins déserts où les tambours de la garnison tiennent bruyamment école et font une sorte de bégaiement de la bataille. Le charme mystérieux des grands murs sombres coupant carrément d'immenses terrains vagues inondés de soleil et pleins de papillons, tout cela l'attirait. 3 et 1. Curieusement,
C'est le même point de vue qui informe la description de Paris pendant l'émeute et la même démarche narrative. Marius va de la rue Plumet à la barricade avec cette absence à lui-même provoquée par le désespoir d'avoir perdu Cosette, qui le rend plus réceptif à la réalité. C'est donc avec ce regard flottant, sans but et littéralement sans perspective qui constitue la ville en paysage urbain, que Marius s'engage dans la frivole rue de Rivoli. Quand la réalité présente une vision de cauchemar, c'est l'auteur qui reprend ses droits et donne le paysage de ville du chapitre suivant, Paris à vol de hibou. On voit ce que le paysage urbain implique de détachement, voire d'indifférence, et ce qu'au contraire le paysage de ville suppose de volonté et d'intelligence dans la réorganisation mentale du chaos. 5. Paysage urbain et esthétique du désastre. Tout se passe en fait comme si depuis la fin de Sodome et Gomorrhe, la destruction de Carthage et de Corinthe, la catastrophe de Pompéi, toutes les villes se savaient aussi mortelles que les civilisations et soumises à quelque délenda et promulguées par le destin, c'est-à-dire promises au désastre, nées sous une mauvaise étoile en somme. Et la solution pour nous n'est pas de changer d'étoile, mais bien de comprendre ce sort inéluctable qui est tout simplement la loi de l'entropie dont on reprend sporadiquement conscience dans les périodes de trouble, c'est-à-dire de précarité. Et pour notre Occident, le XIXe siècle avec ses révolutions, ses guerres civiles ou étrangères, ses mouvements sociaux, leur répression, bref sa violence quasi institutionnalisée et quotidienne, vécue comme étant celle de la ville elle-même, a été le moment décisif sinon définitif de ce réveil, du moins chez les écrivains. La rue assourdissante autour de moi hurlait, la passante que le poète ne cherchera même pas à rattraper, emporte avec elle son rêve fugitif de beauté. Plus sensibles au changement de leur milieu, poètes et artistes les ont enregistrés avec ce sentiment d'une inadéquation entre leur langage et l'événement inouï dont ils voulaient témoigner. Aux limites de l'indicible, Louis-Sébastien Mercier essaie de décrire le désastre de l'explosion du magasin de la poudrerie de Grenelle. Il n'y a point de couleur assez sombre pour peindre le ravage causé par cette explosion. Figurez-vous le terrain où le magasin et les ateliers étaient placés, ensevelis sous une masse de pierres calcinées, sous des débris de poutres, de planches éparpillées en 1000 morceaux et refoulées confusément l'une sur l'autre. Au milieu de cet affreux désordre, le cadavre d'un cheval foudroyé au moment de l'éruption, des roues de charrette démontées, de gros essieux coupés par pièces, la maison siège du laboratoire, encore debout comme en équilibre et dans le froissement de sa charpente ne conservant apparence que pour indiquer Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.